Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Jérôme Goriz et nous allons tenter de savoir si les extraterrestres sont parmi nous. Nous allons avoir quelques explications dans quelques instants. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Jérôme Goriz, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour, voilà. Alors, nous allons parler d'OVNI, nous allons parler d'extraterrestres, et pour commencer, nous allons parler de votre site, www.divulgation- le tiret du milieu, extraterrestre.com, .org, plus exactement. Pourquoi avoir monté ce site ? Alors, le site Divulgation extraterrestre, je l'ai fait pour réveiller un peu les humains, en fait. Pour que les humains prennent conscience que nous sommes visités par des personnes venues d'ailleurs et que même certains sont déjà sur Terre aujourd'hui même, et surtout qu'ils interfèrent sur notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui est important, qu'ils interfèrent déjà dans notre vie de tous les jours. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça parce qu'on entend tellement de choses de droite et de gauche. Donc, on va essayer de fournir les bonnes explications, si c'est possible, pour que nos auditeurs ne s'arrachent pas un peu les cheveux. Déjà, il y a quand même une chose qu'il faut expliquer. Le but de la divulgation extraterrestre, en fait, du site, donc, il permet déjà de renseigner les personnes donc sur l'activité OVNI, donc les gens peuvent venir voir. Hein. Et ça permet surtout, je dirais, on propose sur le site aux personnes de divulguer en fait avec nous la présence extraterrestre par le biais d'internet, de tracts, de flyers, d'affiches, de banderoles à afficher sur les panneaux libre expression des communes, ou même sur les pare-brises des voitures, dans les boîtes aux lettres. Vous voyez, c'est vraiment la divulgation, c'est quelque chose de un peu comme du peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est les personnes qui se sentent concernées et qui viennent chercher ces tracts et ces flyers, vous voyez. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le principe même de divulgation extraterrestre que je tenais à redonner, qui est vraiment un principe totalement inédit sur Terre même, je dirais, hein, parce que les sites de divulgation extraterrestre, il commence à y en avoir quelques-uns, surtout aux États-Unis. Il n'y a aucun gouvernement qui a encore osé dire et documenter clairement, publiquement et officiellement ces faits. Ouais. Donc avec David Tullier, mon associé, on s'est permis, par souci d'information publique claire et nette, de nous en charger à notre manière. Et c'est là notre véritable utilité publique comme association à but non lucratif, en fait. Et il n'y a aucun gouvernement qui l'a démenti, par contre? On peut pas dire ça. C'est-à-dire que les États-Unis ont souvent dit circuler, il n'y a rien à voir. Oui. C'est quand même leur cheval de bataille depuis longtemps. Ils ont voulu jouer la transparence, mais rapidement ils ont démenti, quoi, comme le crash de Roswell, que tout le monde connaît plus ou moins, par exemple. Oui, mais sans fournir d'explications plausibles. Disons que oui, ils vont jamais dire que des extraterrestres existent. Jamais vous avez en France, par exemple, je pense au Japon, qui est un groupe, c'est fait par le gouvernement français. C'est payé par les impôts des Français et ça dépend du CNES, du Centre National des Études Spatiales. Et malgré tout, eux, ils vont jamais donner une explication. Ils référencient les cas de phénomènes aériens non identifiés. Ils appellent pas les ovnis des objets volants non identifiés. Ils appellent
phénomène aérien non identifié, mais jamais ils vont dire ce que c'est. Ils ne donnent pas d'explication sur ce que c'est. Pourtant, ils disent que environ une vingtaine de pourcents sont totalement classés, inexpliqués. Donc là, on ne sait pas d'où, pour eux, ils savent pas, mais ils veulent pas donner d'interprétation. Il y a Xavier Passot qui est actuellement le directeur du GEPAN et qui est toujours dans cette optique-là. Et puis d'ailleurs, il change souvent de directeur, à croire qu'ils préfèrent qu'ils restent pas trop longtemps parce qu'ils ont peut-être peur qu'ils commencent à trop s'installer et puis alors qu'ils changent souvent, je trouve. C'est bien dommage. Oui, c'est vrai. Visiblement, de ce que j'ai entendu, je pense que c'était sur YouTube ou je ne sais où, sur le GEPAN, il n'y a aucune information, il n'y a rien qui filtre, quoi. Hein. C'est plutôt un travail de référencement, d'observation, et encore d'observation. J'ai l'impression que on n'observe pas beaucoup. Parce que visiblement, aux yeux des gens, des témoins, il se passe quelque chose. Pour le GEPAN, il semblerait qu'il y a des choses ils ont fait des enquêtes, mais par derrière. C'est-à-dire que pour le grand public, ils disent rien, mais ils ont fait des enquêtes et je pense qu'ils savent, et même c'est même certains, ils savent très bien ce qu'il en est. L'important, moi je dirais, c'est les témoins. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas besoin c'est justement l'intérêt de la divulgation extraterrestre avec notre site, c'est citoyen. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de compter sur les gouvernements pour qu'ils nous informent sur cette réalité. Il n'y a pas besoin d'eux pour comprendre cette réalité-là et pour informer cette réalité-là que des êtres venus d'ailleurs, donc pas forcément des extraterrestres, ça peut paraître un peu dingue, mais il n'y a pas forcément que des extraterrestres qui peuvent venir d'ailleurs. Il y aurait quoi ça peut être aussi des gens. Il m'a dit des gens, mais alors là je parle de gens humanoïdes, hein, parce que bon, il peut y avoir peut-être des êtres extraterrestres non humanoïdes, comme je sais pas moi, peut-être des pieuvres ou je ne sais quoi, mais c'est à mon avis, ils ont peu de chances de pouvoir se mouvoir dans des engins, parce que à mon avis, la forme la plus probable, c'est 2 bras, 2 jambes pour pouvoir aller loin sur d'autres planètes, quoi. Attendez, là, parce que les gens vont s'embrouiller. Des humanoïdes qui viendraient d'où? De la Terre? Alors, possible que certains viennent de la Terre. Alors ça, par contre, c'est qu'une hypothèse, mais il est possible qu'il y ait plusieurs dimensions qui aient le même support que la Terre. C'est-à-dire que des êtres, même humains, viennent de notre planète, un peu comme on tourne le bouton d'une radio. Station, voilà. Et il y aurait actuellement de la vie sur Terre, mais sur une autre dimension, tout à fait en chair et en os, quoi. En parallèle, oui. En parallèle. Donc il se peut que certains soient des gens qui viennent justement nous rencontrer, parce qu'on fait beaucoup de bazar dans notre dimension sur cette planète. Alors vous faites référence aussi aux habitants, aux soi-disant habitants de la Terre creuse, par exemple. La Terre creuse fait partie de ces gens-là, mais à mon avis, la Terre creuse, c'est dans notre dimension. C'est simplement des ouvertures qui ont lieu, parce que je pense que toute planète tellurique est creuse. D'ailleurs, quand il y a des photos de la NASA qui montrent bien que toutes les planètes, on a l'impression que au nord et au sud, comment on appelle ça déjà, enfin, de chaque côté de la planète, il y a comme une lumière qui sort. Quand on regarde bien, que ça soit Vénus, Uranus, enfin toutes les planètes, et d'ailleurs la Terre n'y échappe pas. Il y a des clichés qui ont été pris dans ce sens-là. Alors pas tous, parce que il semblerait que justement on cacherait cette vérité-là au grand public. Donc moi, à mon avis, c'est qu'il y aurait des entrées au pôle des planètes qui permettraient de rentrer. Donc il est possible que les scientifiques qui cherchent des exoplanètes, donc on en trouve beaucoup maintenant actuellement, donc des planètes qui sont censées pouvoir abriter la vie, il y en aurait beaucoup, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup où la vie existe, même quand l'extérieur de la planète paraît inhabité. Parce qu'à l'intérieur, justement, beaucoup seraient
habitable de l'intérieur, quoi. Ouais. Et puis aussi ce problème de dimension dont on parlait il y a quelques instants. Alors on va faire une petite parenthèse parce que faut quand même fournir des explications. Nous ici à Fréquence Évasion, on a fait beaucoup d'émissions, fut un temps, il y a quelques années d'ailleurs, avec Jacqueline Bousquet. Jacqueline Bousquet qui était chercheuse au CNRS, biologiste, enfin elle avait plusieurs casquettes. D'ailleurs il y a des vidéos sur le site de Fréquence Évasion et sur YouTube. On sait très bien qu'en tant que tel que ce monde physique aujourd'hui n'existe pas. Ce sont que des ondes, ce sont que de l'information. Donc on peut très bien comprendre qu'il y ait plusieurs fréquences comme on les trouve en radio. Hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il suffit de tourner le bouton. Voilà. Donc comme tout est information, alors c'est peut-être difficile à intégrer pour certains, mais ce monde n'existe pas, c'est qu'un monde d'information. C'est pour ça que ceux qui font des NDE, qui sortent de leur corps, voient les choses, perçoivent les choses différemment puisqu'ils perçoivent l'information. Ils voient les choses complètement différentes. Nous, c'est un peu tronqué ce qu'on voit. C'est le cerveau qui nous restitue cette image de densité, notre environnement actuel. Je sais pas si c'est que notre cerveau, parce que bon, c'est vrai que on le touche, quoi. C'est matériel. Oui, mais c'est une perception du cerveau. C'est des perceptions du cerveau. On capte. C'est le cerveau qui nous restitue cette information. Mais en réalité, c'est le cerveau qui restitue cette information. Voilà. D'ailleurs, pour les NDE, j'y pense. Il y a dans les lettres humides, les lettres humides, donc qui seraient, parce que c'est pas encore prouvé, mais moi je pense que c'est vraiment des lettres venues d'extraterrestres qui sont données à des humains. Il y a des milliers de lettres là depuis 1960. Ouais. Et justement, ils parlent de l'âme, comment fonctionne l'âme. Ouais. Peut-être que vous étiez au courant oui, absolument, oui. de ces travaux-là. D'ailleurs, il y a un super livre de Christelle Seval, Humo, un dieu venu d'ailleurs, qui résume des travaux métaphysiques sur les lettres humides. Et il parle là-dedans. Enfin, les lettres humides sont accessibles sur le site Humoscience, sur Internet. Donc celui qui veut avoir la totalité des lettres, il va sur le site Humoscience. Enfin, la totalité. Ils ont tous ceux que les gens qui ont reçu ont bien voulu donner. Parce que le problème, c'est qu'il y aurait encore des lettres humides qui traîneraient un peu partout sur Terre, mais qui seraient gardées à ceux qui les ont reçues, qui n'ont pas voulu les divulguer. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ces lettres? Justement, expliquons ce que sont ces lettres. Ces lettres, ça serait des gens qui viendraient de la planète Humo, une planète qui serait à peu près, je crois, d'après de bons souvenirs, à environ 13 années-lumière de notre planète, dans notre dimension, et qui abriterait une planète habitable comme la nôtre. Pour l'instant, on l'a pas découverte officiellement, on va dire. Officieusement, je sais pas. Et il y aurait des humains comme nous, quasiment. On pourrait, d'après ce qui est d'ailleurs dans les lettres humides, ils le disent qu'ils auraient essayé de nous hybrider entre guillemets, c'est-à-dire de faire des enfants avec nous et que ça aurait donné des monstres, quoi. Ah oui. Mais c'est des humains, c'est-à-dire qu'on les reconnaît pas, ils passent dans la rue inaperçus. Bon, alors, sans parler de l'affaire humide, il y a vraiment des témoignages un peu partout dans le monde qui montrent bien que des humains d'autres planètes, alors de cette dimension-là ou d'une autre, mais enfin des humains venant d'ailleurs, sont déjà parmi nous et certains même habitent nos maisons. Enfin des maisons, ils se font passer pour des humains de notre planète en infiltration, quoi. Voilà, on en est rendu là. Donc certains sont peut-être là parce que leur planète était en perdition et qu'ils ont peut-être plus d'autres moyens pour survivre, donc ils se sont installés là, comme ils ont pu. Il y en a d'autres, c'est pour nous surveiller, il y en a d'autres, c'est pour profiter de nous. D'ailleurs, il y a des grandes suspicions, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce site, c'est de divulgation extraterrestre, c'est parce que je pense que certains extraterrestres sont très négatifs envers notre humanité, et sont parmi nous pour ça, c'est-à-dire pour nous... pratiquement nous mettre en esclavage, c'est pratiquement fait. Donc là, il y a... Oui, on vient au nouvel ordre mondial, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial serait commandé par derrière par des humanoïdes reptiliens. C'est-à-dire que ça paraît fou ce que je dis là. Complètement, oui. C'est que des humanoïdes reptiliens seraient au pouvoir, entre guillemets, sur Terre actuellement.
ils auraient la capacité d'être tout à fait à visage humain. Mais de temps en temps, des gens ont déjà témoigné les avoir vus se transformer en humanoïdes à tête de dinosaure. Quoi. Oui, mais alors qui sont ces témoins? Des gens comme vous et moi, hein, c'est ça, hein, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de témoignages? Il y en a eu quelques-uns, en tout cas. Ouais. Hein. Parce qu'il y a tellement de choses un peu fantasmatiques que... Ouais. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, pour moi, une des meilleures preuves de la vie extraterrestre, que les extraterrestres sont déjà parmi nous, c'est les témoignages, justement. C'est peut-être pas une preuve scientifique, les témoignages, c'est de la science humaine, ça, mais si vous prenez le nombre de gens qui disent avoir vu des extraterrestres avec un engin posé au sol, sur Terre, hein, je parle, extraterrestre ou être venu d'ailleurs, qui même ne nous ressemble pas, avec une secoupe volante posée au sol, on va dire, je vais donner un nombre qui est beaucoup plus bas que la vérité. On va dire qu'il y a vous avez 250 personnes qui vous disent avoir vu des extraterrestres sur Terre, d'accord? Oui. Enfin, être venu d'ailleurs. Ça veut dire que vous avez une chance sur 2 puissance 250, une chance sur 2 puissance 250, qui mentent tous et qui se soient tous trompés. C'est-à-dire que, en gros, soit quelqu'un dit la vérité, soit il se trompe, soit il ment. Hein. Donc il y a une chance sur 2 pour que ça soit vrai. Donc vous avez une chance sur 2 puissance 250, ce qui représente 1,8 10 puissance 75. Je sais pas si vous voyez, c'est pire que de gagner, largement pire que de gagner à l'euro million. Hein. C'est clair. Donc ça, c'est déjà pour moi une preuve quasiment indiscutable que c'est vrai. C'est-à-dire que si vous aviez ces 250 personnes-là qui seraient dans un tribunal pour débattre de la réalité d'extraterrestres qui sont déjà venus nous voir sur Terre, ben moi je dirais que le tribunal serait obligé de mettre 3000 ans de prison, vous voyez ce que je veux dire, à la personne, parce que là il y aurait 250 personnes qui seraient là pour accuser le fait que des extraterrestres sont déjà venus. Vous voyez ? Non, parce qu'avec cette histoire d'extraterrestres, on est toujours un peu dans le flou, on ne sait pas trop, on oscille entre la conspiration, les témoins, la réalité, on ne sait pas trop où on est. On a plus de preuves sur la vie après la vie. Aujourd'hui, si on veut être honnête, on fait souvent des émissions avec Jean-Jacques Charbonnier, puis avec d'autres personnes ouvertes comme ça. On a beaucoup plus de preuves sur l'après-vie que sur les extraterrestres. Alors que l'après-vie, ça se passe de l'autre côté, et les extraterrestres, c'est sur Terre, on est bien d'accord. On est plus dans le flou. Je dirais pas qu'on a plus de preuves, parce que je dirais qu'on en a au moins autant. C'est-à-dire que pour moi, c'est pareil, les histoires de NDE, pour moi, c'est une chose acquise. Moi, je suis de ceux qui disent que c'est certain, la vie. Ah, c'est certain, oui. La vie existe. Ouais. Il suffit d'avoir de lire les livres de Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est réanimateur. Et lui, il va carrément jusqu'à dire que les gens ont vécu une mort provisoire. Oui, c'est une mort provisoire. Mais il n'y a pas que Jean-Jacques Charbonnier qui le dit, il y a d'autres. Il y en a un paquet. Voilà. Vous faites un super travail. Vous invitez énormément de gens dans votre émission sur le sujet des morts provisoires, des NDE. Enfin, c'est la même chose, mais je trouve que c'est mieux dit de dire expérience de mort provisoire. C'est vrai. C'est plus explicite. Vous aviez eu aussi une invitée qui avait dit expérience de mort-retour. J'avais trouvé ça aussi. Oui. Mais mort provisoire, c'est vrai parce que ça veut dire vraiment mort, quoi. Alors, oui, de toute façon. Comme Pamela Reynolds, on peut pas le remettre en question. Là, de toute façon, on a quand même des preuves venant de droite et de gauche. D'ailleurs, les scientifiques ouverts maintenant disent que c'est les scientistes qui pinaillent encore et qui disent que ça n'existe pas ou que c'est le cerveau. C'est vachement important aussi que les gens comprennent que ce sujet-là est tout à fait réel, parce que ça ouvre l'esprit. C'est comme les extraterrestres. De toute façon, moi, je me suis ouvert à ce sujet, à plein de sujets, grâce au fait que j'avais vu un ovni. Oui, alors expliquez-nous. Vous avez donc vécu un phénomène. Oui. En fait, moi, j'avais vu en 2005 un objet volant non identifié. En fait, c'était quoi? Enfin, un objet. C'était même pas un objet de visu, si vous voulez. C'était une lumière
qui ressemblait à une étoile, mais qui bougeait dans tous les sens, à droite, à gauche, pendant un quart d'heure, et qui au bout d'un quart d'heure est parti. Donc je me suis dit, c'est pas possible que ça soit une météorite, c'est pas possible que ça soit un avion. Je me suis dit, bon, bah ça, c'est un ovni, une soucoupe volante. Je voyais pas d'autres explications. Maintenant, je pouvais pas dire si c'était piloté par des extraterrestres ou des humains de notre planète. Hein. Mais bon, il y a une chose qu'il faut rappeler absolument, c'est que les fondements des sciences exactes pures et dures, ils sont basés sur le principe de cohérence qui implique les principes de similitude. C'est-à-dire que s'il y a de la vie sur Terre, la vie est la chose la plus courante de l'univers. Et le principe de généralité, ce qui est valable ici, est aussi valable à l'autre bout de l'univers. Donc en fait, ces principes sont déjà à eux seuls des preuves scientifiques qui démontrent que d'autres êtres existent ailleurs, sur d'autres planètes similaires à la nôtre. Donc ça démontre pas ça qu'il y ait des extraterrestres qui viennent sur Terre, mais ça démontre que des extraterrestres existent. Par le fait que nous les existons, il y a obligatoirement d'autres êtres intelligents qui existent sur notre planète. Vous voyez, ça devrait être partout, ça. Mais c'est dingue, quoi. C'est scientifique, ça. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Goris. Je vous rappelle son site, c'est www.divulgation-extraterrestre.org et nous allons poursuivre cette conversation justement sur les extraterrestres, Jérôme Goris. Mais aujourd'hui, même sur les grands médias, mais les médias nationaux, France Télévisions, etc., on va pas les citer, à certains moments, dans certains journaux, aux 20h par exemple, on le dit, il y a de fortes probabilités pour que la vie soit partout dans l'univers. Il faudrait être un peu stupide pour ne pas le croire. Disons que là, il y a des grands pas de fait. Il y a eu le Science et Vie, le journal Science et Vie au mois d'août 2012, qui a parlé des exoplanètes en disant là que c'était quasiment en disant là on est arrivé au point où ça serait vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de vie, quoi. On est rendu à un point où maintenant il y a tellement d'exoplanètes que s'il n'y avait pas de vie, ça serait vraiment étonnant. C'est évident. Mais ça, c'est à mon avis un plan de petit à petit pour parler de la vie extraterrestre, parce qu'ils doivent avoir le droit de parler un peu, donc ils amènent le sujet tout doucement, mais fébrilement. C'est comme parler les sondes qui sont envoyées sur Mars. On nous dit tiens, il y aurait bien de la vie cellulaire qui a existé, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit officiellement. Mais quand vous regardez les images de la NASA, qui sont plus ou moins floutées, parce qu'il y a les images de la NASA qui montrent les photos de Mars sont floutées, faut le savoir, et c'est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà prouvé. Il y avait eu Jean-Marc Roder et Rock Soccer du journal Secret. Que nous avons eu ici il y a quelques jours. Ah vous avez bien fait. Oui. Et ces deux personnes-là, donc Jean-Marc Roder, qui était quand même un scientifique qui a fait alors lui, c'est comment on appelle ça là, les éoliennes. Il a fait les éoliennes. Les éoliennes, il a fait aussi des ailes collapses. Mais tous les deux, ils ont dit que tout était flouté, qu'ils l'avaient prouvé. C'est-à-dire que il y aurait moi je me rappelle plus des termes, mais qu'en gros la NASA elle mettrait un flou sur tout, un flou gaussien, qu'on pourrait retrouver avec PenShop Pro par exemple, un logiciel comme ça, et ils mettent ce flou là sur chaque image, et ça permet que l'image ne soit pas nette. Mais il y a plein d'images comme ça, et où on voit comme des structures sur Mars, vous voyez, des structures artificielles. Et on va même jusqu'à il y avait des travaux qui avaient été faits par Guy Claude Mounier, le colonel Guy Claude Mounier, dont je vous conseille tous ses livres. Tous ses livres sont bons à lire. Lui, il avait fait un livre avec Guy Gruet pour montrer il y avait des pyramides sur Mars, des pyramides comme on a en Égypte par exemple ou en Chine, que même la longueur des pyramides martiennes
pour pouvoir avoir une longueur finie, c'était en coudée égyptienne que ça se calculait. Enfin, c'était phénoménal, avec plusieurs, justement, à Sidonia par exemple, à côté du visage de Mars, le visage de Mars que les gens connaissent à Sidonia, bon, il y a qui est un petit peu... il y en a qui disent que c'est artificiel et d'autres que c'est juste de l'usure avec le temps, quoi. Mais à côté de ça, vous avez plusieurs structures qui sont pyramidales et qui sont, d'après le colonel Guy Cohn-Mounier et Guy Gruet, des pyramides, qui sont vieilles, maintenant qui sont très très usées, mais qui seraient des pyramides construites par des gens, quoi. Ah oui, quand même. On en avait parlé avec Frédéric Duboulet, d'ailleurs, ici, il y a quelque temps, justement sur le mystère des pyramides. Oui, le mystère des pyramides, je conseille à tout le monde d'aller se documenter au moins sur les pyramides déjà sur Terre, avec le documentaire La Révélation des pyramides de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, pour information. Ouais. Revenons à nos preuves, à nos extraterrestres. Oui. Alors, où sont-ils? Parce que franchement, on se pose tous la question, même les auditeurs nous disent souvent, mais on les voit jamais, on nous raconte des histoires pas possibles. Et paraît-il, on avait fait une émission avec Jean-Pierre Petit également il y a 3 ou 4 ans, qu'on peut les observer, on peut observer des vols d'engins, d'objets non identifiés. Alors, ça se trouve dans la Montagne Noire, en direction de Toulouse, ou de l'autre côté, vers le col de Vence. Alors, ça peut se trouver là. C'est vrai que c'est des endroits... stratégiques. Apparemment, il y aurait peut-être même des ouvertures de temps en temps interdimensionnelles. Je ne sais pas trop comment c'est possible, mais... que des engins puissent... Il y aurait des ouvertures de temps en temps qui permettraient à des engins d'arriver d'autres dimensions, certainement. Et je sais que... On entend beaucoup parler de Bugarache, des choses comme ça c'est clair. Alors Bugarache, on va préciser que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu entendre en 2012, là à la fin 2012, parce qu'il y avait quand même des joyeuses illuminées à Bugarache quand même. Oui, on trouvait un peu tout le monde là-bas. Les gens attendaient la fin du monde entre guillemets. Fin du monde qui avait été... je savais que de toute façon tout ça c'était de vastes fumisteries, on pourrait dire ça comme ça. Il y avait Nathan Volmer, qui était un grand spécialiste du calendrier Maya, et d'ailleurs que je conseille à tout le monde, qui a bien été étouffé et qui disait que le calendrier Maya, il s'était trompé, que le calendrier Maya était fini depuis 1546. Donc je me suis dit que là, il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas de soucis, quoi. Voilà, mais c'est vraiment un spécialiste, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment la personne qui aurait dû être mis en avant, mais on a préféré mettre en avant fin 2012 les films catastrophes, tout ce qui était les livres catastrophes, pour vendre, quoi. Que pensez-vous de la Confédération Galactique? Alors la Confédération Galactique, c'est-à-dire que d'après des contactés, donc des personnes qui disent avoir rencontré des extraterrestres, des groupements d'extraterrestres de plusieurs planètes, en fait. Il y aurait plusieurs qu'on appellerait confédérations ou fédérations galactiques, en fait, comme on dirait, comme actuellement sur Terre, on a l'Europe, on a les États-Unis qui regroupent plusieurs pays. Là, on regrouperait plusieurs planètes d'extraterrestres de la galaxie ou de galaxies proches qui seraient ensemble, quoi. Alors, on dit qu'ils sont autour de nous en ce moment, ils survolent les centrales nucléaires, ils apparaissent beaucoup autour des centrales nucléaires justement. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations qui circulent à droite et de gauche? Moi je dis que c'est vrai, puisque de toute façon vous avez plusieurs militaires, c'est Robert Salas par exemple qui en a parlé, il y en a beaucoup d'autres qui ont témoigné sous serment de ça. Sous serment, devant caméra, pour le dire. Ils ont été témoins de ça et ils le disent. Et ça, c'est parce qu'il y a une surveillance de notre planète par rapport à toutes les âneries et les foutaises que les humains font et par rapport au nucléaire. Et on joue comme des bébés et des gamins à des choses qu'on ne devrait pas toucher. Et les gens venus d'ailleurs viennent nous surveiller de très près pour éviter
La catastrophe. Fasse des grosses bêtises et qu'on fasse la piraterie du monde, c'est-à-dire foutre en l'air l'écosystème de notre planète. Tout à fait, oui. Et donc, paraît-il qu'il y aurait des flottes, alors bon, ça va en surprendre encore plus d'un, mais il y aurait des flottes en stationnement tout autour de la Terre. Disons que ça, c'est des informations encore de contacter. Moi, je pense que c'est vrai. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez voir des ovnis, des objets volants non identifiés, enfin des engins, hein. Là, je dirais des engins volants non identifiés, il faut du temps, mais vous prenez des jumelles à infrarouge ou des caméras infrarouges si vous avez de l'argent à investir. Il y a plusieurs vidéos qui montrent nettement qu'avec de l'infrarouge, on peut voir de nuit, des engins comme ça. Donc ça, si ça intéresse des gens, alors maintenant, on peut toujours discuter de la provenance de ces engins-là. Non, parce que que les objets volants non identifiés sont des engins non identifiés, je dirais que ça c'est maintenant prouvé. Le 19 mai 1986, vous avez l'armée brésilienne qui a fait des déclarations officielles au grand public brésilien pour dire qu'ils avaient été survolés par 20 ovnis d'environ 100 mètres d'envergure qui étaient en tous les boulons. Ils ont même pourchassé ces engins-là avec 3 avions de chasse. Il y a eu même un avion civil qui a essayé de les pourchasser. Tout ça, ça a été redit pendant 5 minutes dans un documentaire 5-6 jours après, donc autour du 25 mai, je crois que c'était le 25 mai 1986 sur les chaînes brésiliennes. Et ça a été dit par plusieurs militaires de l'armée brésilienne. C'était Octavio Moreiro Lima qui était général de l'armée de l'air, je crois, brésilienne, qui a dit ça au grand public quand même. Donc lui, par là, on a par ce pays-là, on a la reconnaissance officielle de l'existence des ovnis en fait. Donc ça n'a pas été relayé sur les autres télévisions des autres pays, mais c'est pas pour autant que l'officialisation des ovnis n'a pas déjà été faite par le gouvernement brésilien. Alors paraît-il qu'au Brésil et au Mexique, ils n'ont pas ce problème de censure. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'au Brésil, il y a beaucoup d'observations d'ovnis qui sont faites. Hein. C'est vrai que il y a eu même un rapport qui a été fait en 1977, le rapport Prato, qui est un rapport qu'on a juste effleuré, qu'on a officialisé en France, mais on n'a pas du tout l'information du contenu, du moins officiellement. Par contre, officieusement, on sait que il y a carrément eu l'île de Colares qui a été survolée pendant 1 mois par des ovnis et que des gens ont été blessés par des rayons qui ont été tirés d'engins non identifiés et que l'armée avait même évacué les habitants de l'île, hein, carrément. Ouais. Donc c'est quelque chose d'établi encore, ça. On essaie de nous cacher ces choses-là, alors qu'il y a des trucs énormes qui auraient dû faire la une. Bien sûr. Des journaux français, la une du JT. Mais on préfère étouffer cette information-là parce que ça dérange. Ça dérange pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'objectif? Moi, je pense que ça dérange déjà parce que les militaires sont incapables, disons qu'ils ne peuvent pas contrôler le vol de ces engins. On peut pas les faire partir, quoi. Ouais. Les gouvernements de cette planète sont impuissants envers... pour beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Pour beaucoup de choses, ils sont impuissants. De ces engins. Et aussi... parce que là, il y a quand même des bruits de couloir qui, pour moi, sont des vérités, qu'il y a des gouvernements qui travaillent ouvertement en secret avec des extraterrestres, comme on parle de la base 51, mais il y a bien d'autres bases que les... L'aéroport de Denver aussi. L'aéroport de Denver, c'est... Dans les sous-sols. Oui, sous les souterrains, il y aurait aussi des installations, oui, tout à fait. Toutes ces installations, il y en a énormément. Mais au moins en coopération avec les terriens, au moins américains sûrs, il y aurait de la technologie qui serait refaite. De la technologie, c'est-à-dire que les humains refabriqueraient, et même refabriquent, on peut dire, moi je l'affirme, ils refabriquent
des soucoupes volantes. L'armée américaine, en secret, refabrique des soucoupes volantes à tour de bras, quoi. Alors, soit ils récupèrent des engins qui tombent, parce qu'il y a des accidents de soucoupes volantes. Ouais. Alors, accidents qui peuvent s'expliquer par deux choses, soit des extraterrestres se tirent entre eux et des engins tombent, et aussi vous avez quelques engins qui sont abattus par des armées militaires terriennes. Ouais. Ça arrive aussi, ça. Des missiles, et puis maintenant ils ont au moins les Américains, ils ont des lasers qu'ils utilisent de temps en temps. Ça aurait été utilisé par exemple en Afrique du Sud là. En 89, il y a eu un crash en Afrique du Sud. Et il y a Hugo Nart d'ailleurs dans son livre qui avait retraduit des informations de ce crash. Il avait eu des documents. Il les avait refilés, et puis il y avait des humanoïdes reptiliens, je crois, qui avaient été retrouvés là-dedans. Oui, mais il y a quelque chose qui me chiffonne avec cette histoire de soucoupe qui se déplace. Nous, on se déplace avec des charrettes, hein, on a du mal à atteindre la Lune. Dans la 3e dimension, c'est compliqué de se déplacer. On dit que ces engins-là font partie de planètes d'extraterrestres qui seraient dans la 4e dimension, où les techniques ne sont pas du tout les mêmes, sont beaucoup plus rapides. Et si ce sont des extraterrestres qui viennent de planètes à la 4e dimension, comment peuvent-ils se crasher? Je dirais que personne n'est infaillible, hein, tout simplement. Oui, mais s'ils font partie de la 4e dimension, ils n'ont pas à se scratcher. Alors là, les histoires de dimensions, j'en ai aucune idée. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que des gens d'autres dimensions sont capables de venir nous voir dans notre dimension. Oui, ça on peut le comprendre. Ouais. Mais justement, ils n'appartiennent pas à notre dimension, donc ils sont, à mon avis, enfin je sais pas, ils sont un peu comme un hologramme quelque part. Ils arrivent à apparaître, ou ils se matérialisent, ou je ne sais pas. Comment peuvent-ils se scratcher? C'est ça le problème. À mon avis, quand ils se matérialisent dans notre dimension, ils sont tout à fait matériels. Donc, voilà, ils restent. Voilà. D'accord, oui, c'est la seule explication qu'on peut donner. Moi, je pense que je vois que ça, hein, de toute façon. Moi, je pense avoir donné les bonnes solutions. Hein. Je pense que c'est les armées terriennes qui les descendent, ou des extraterrestres entre eux qui se tirent dessus. Ouais. C'est rarement, à mon avis, un accident de moteur. Et ça peut être aussi ça, pourquoi pas. Hein. On peut imaginer aussi, même avec une grande technologie, d'avoir un engin qui... Mais il semblerait, d'après des témoignages, que des extraterrestres qui nous visitent n'ont pas une technologie beaucoup plus avancée que celle que les Américains possèdent maintenant au niveau OVNI. Hein. Parce qu'il suffit de 300 ou 400 ans d'avance déjà, pour certains, et ça peut leur suffire pour venir nous voir. Hein. Oui, et ça dépend d'où ils viennent aussi, hein, mais... Il semblerait que, quand on écoute tous les témoignages, c'est que vous en avez qui roulent en Porsche et d'autres qui roulent en 2 chevaux. Hein. Ouais. Enfin, qui volent en 2 chevaux. Hein. Ouais, mais enfin, pour venir en 2 chevaux jusqu'ici, quand même, bon courage. Vu ce qu'on a l'air de dire, enfin, les pilotes de ligne disent que ce sont des engins, même les autres témoins, ce sont des engins qui partent à une vitesse fulgurante, une vitesse qu'on ne connaît pas ici sur la Terre. Disons qu'il y a eu des prises radar, ça fait partie des preuves à mettre à l'existence des ovnis, sans compter ce qu'a dit le Brésil déjà. C'est que les prises radar ont été faites à travers le monde et rapportées par plein de militaires de plusieurs pays, des radaristes, et il y a eu des cas où les ovnis ont été vus visuellement et pris au radar. Vous avez un cas qui a été même donné par dans le livre de Jean-Jacques Velasco, Trouble dans le ciel. Donc Jean-Jacques Velasco, qui était justement directeur du CEPRA, donc anciennement le GEPAN, et lui, il avait parlé du cas du commandant Torashi en 86. De Japon, qui avait fait, il faisait Paris-Tokyo, la ligne Paris-Tokyo, et l'engin, en gros, c'était une orange et à côté d'une bille qui était le Boeing qui était à côté, quoi. Ouais. Et ça a été pris au radar. D'ailleurs, le commandant Torashi a été interdit de vol pendant presque un an, je crois, un truc comme ça,
Il a été réhabilité après, mais parce qu'il avait trop parlé. Il a beaucoup trop parlé et ça a dérangé les autorités, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Goriz. Je vous rappelle son site, c'est www.divulgation-extraterrestre.org et nous allons poursuivre cette conversation justement sur les extraterrestres. Alors il paraît que, il y a certains témoins qui nous disent qu'ils peuvent attirer les extraterrestres avec des lampes électriques. Ça paraît aussi ça un peu hallucinant. Moi j'ai été témoin de ça. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi je me suis déplacé chez une personne qui habite dans le centre de la France, qui a eu des ovnis à tenir et qui en a d'ailleurs encore à tenir au-dessus de chez lui depuis début 2010. Ouais. Et donc moi j'y suis allé il y a un peu plus d'1 an chez lui. On a envoyé avec une torche des faisceaux. On a mis notre main devant une grosse lampe torche, ouais, en passant la main plusieurs fois devant, et de l'autre côté vous avez en fait c'était comme une étoile de l'autre côté si vous voulez, mais qui donnait des appels, comme des appels de phare, quoi. Oui. Et ça n'a rien à voir avec une étoile qui clignote comme on peut regarder, hein. Ouais. C'est vraiment qu'on envoyait comme un faisceau, et comme si on envoyait un faisceau d'un phare de bateau, et puis ça revenait et ça se recontractait, quoi. Moi ça je l'ai vu, ça. Et lui il en a tout le temps, hein, il a fait plein de contacts avec des engins comme ça. Mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est des extraterrestres? On peut jamais être sûr que c'est des extraterrestres, du moins pour ce cas-là, parce que lui, il a jamais eu de descente de personnes au sol. Donc on peut pas dire là-bas que c'est des extraterrestres. Alors par contre, il y a des personnes qui auraient eu des descentes au sol, justement. C'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a des centaines de témoins à travers le monde qui disent avoir vu des extraterrestres, alors aussi bien des humains, des gens qui ressemblent à des humains comme nous, que des êtres qui ressemblent à des petits gris. Donc c'est des êtres qui font en gros 90 cm à 1m20, la grosse tête en poire, les gros yeux noirs comme des chevaux, la peau grise. Donc c'est plutôt c'est pas les petits bonhommes verts, c'est plutôt les petits bonhommes gris. Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi une histoire hallucinante, moi, qui me chiffonne depuis quelques années, qui circule sur Internet. Il y a des vidéos. On dit que les Américains ne seraient jamais allés sur la Lune. Qu'est-ce que vous pensez de cette information? Je suppose que vous êtes au courant. Oui, alors ça, pour moi, je pense qu'il y a eu quelques fois où ils n'y sont jamais allés. Hein, et il est probable que justement la première fois quand ils ont en 69, en 69. qu'ils n'y soient pas allés finalement, qu'ils n'y aient pas mis les pieds. Par contre après d'autres fois ils y sont allés, hein, ça c'est clair. Et même apparemment vous tapez Apollo 20, par exemple, Apollo 20 qui n'est pas une sortie officielle de la NASA, une mission officielle. Il semblerait que il y a des photos et des vidéos qui traînent de cette mission là qui aurait existé. Parce que ils y seraient retournés plusieurs fois, et là par contre ils auraient découvert des vestiges de villes sur la Lune, et même des humanoïdes dans un énorme vaisseau qui ferait au moins 500 mètres voire plus de long, hein. Oui, mais alors là on est en pleine incohérence. En 1969 ils sont supposés aller sur la Lune et ils n'y vont pas. Ils n'y seraient pas allés. Enfin, il y a des gens de la NASA qui ont parlé. Ils n'y seraient pas allés, et puis après ils y seraient allés et on n'en aurait pas entendu parler. C'est encore complètement fou cette histoire. Oui, mais bon, ça c'est la désinformation, hein. Puis c'était aussi la course à l'armement avec les Russes, entre les Américains et les Russes à ce moment-là. Donc ils voulaient faire croire qu'ils étaient les plus forts. Mais à ce moment-là, je pense que c'était plutôt les Russes qui étaient en avance, hein. Ils avaient mis la sonde, justement, il y avait eu la sonde Viking qui était allée sur Mars, là, qui avait pris
Non, j'ai des bêtises, moi. Je dis des âneries, mais ils avaient mis une sonde, par contre, la sonde Viking, c'est américain. Là, ils avaient mis une sonde russe, je sais plus, ils avaient pris ils avaient envoyé, c'était Vénus. C'était Vénus même, je crois que c'était Vénus qu'ils avaient envoyé les premiers. Ouais. C'était Vénus. Ouais. Mais alors pourquoi, s'ils y sont retournés après, ne pas nous l'avoir dit? Bah, toujours pareil, hein, toujours cacher l'information, parce qu'il y a le problème de la perte de pouvoir, parce que quand les gens vont comprendre que tout ça c'est vrai, et il y a de plus en plus de gens qui comprennent que tout ça c'est vrai, hein, donc c'est comme on revient à ce que vous disiez, les NDE, tout ça, quand les gens vont comprendre que tout ça c'est vrai, mais ils ont ça compris va là. les gens. Et ça y est, hein, maintenant, en ce qui concerne les NDE, on a bien compris. Oui, non, mais tout le monde n'a pas encore compris. Oui, Il faudrait que tout le monde l'ait compris, que ça soit quelque chose, que ça soit établi, que chaque humain dise à son enfant, écoute, quand tu meurs, en fait, t'es pas mort, t'es toujours en vie. Et ça, c'est pas dit encore par tous les foyers de l'humanité, ça. Exactement. Et je trouve, quand on dit il faut parler de la mort aux enfants, oui, non, il faut leur en parler correctement et leur expliquer exactement ce qui se passe. Parce que si vous dites, comme moi on m'a dit quand j'avais 7 ou 8 ans, profite de la vie, t'en as qu'une, et puis après on te met dans une boîte et c'est terminé, c'est traumatisant pour les enfants. Moi, ma fille a 8 ans, mon fils 5 ans, j'aurais dit que la vie après la vie est continuée, et j'aurais expliqué tout ça avec mes mots. Ma femme elle était d'accord pour qu'on en parle à mes enfants, et voilà quoi, parce que c'est important, c'est comme les extraterrestres, hein, mes enfants sont au courant. Il est important de mettre les bases tout petit, sur ces choses-là qui sont des réalités, parce que ça réveille les gens, ça les réveille. Oui. Et on a besoin d'être ouvert. Mais comme je vous dis, comme actuellement sur Terre, il y a des gens qui cherchent à nous laisser dormir parce qu'ils cherchent à nous mettre en esclavage. Je sous-entends les reptiliens encore une fois. Donc, mais à mon avis, les reptiliens n'ont plus de beaux jours devant eux. Ça va commencer à baisser parce que de plus en plus d'humains se réveillent, et par ça, ils vont peut-être avoir des soucis. Il va peut-être falloir qu'ils prennent leur clic et leur claque et qu'ils foutent le camp de la planète. C'est clair. Ça pourrait bien arriver. Et parce qu'on nous formate dès la naissance, on nous ferme le mental. Pourquoi on a perdu le contact avec l'au-delà, l'autre dimension? C'est parce que dès l'arrivée sur Terre, on nous formate, on nous dit arrête de raconter des stupidités, arrête ci, arrête ça n'existe pas. Et voilà, et on nous formate, et on arrive, on n'est plus rien, quoi. Bah oui. Vous avez des gens qui racontent qu'ils ont vu des fantômes, on va tout de suite on arrête de... t'es malade, t'es fou. C'est pareil. Tout à fait. Et, moi j'ai été le premier là-dedans à être formaté par mes parents. On l'a tous été. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais comme un con, c'est le cas de le dire, un idiot. Un vrai idiot de penser que la vie après la mort n'existait pas. J'étais dans l'idée que dans le néant, mais c'est mes recherches ufologiques qui m'ont ouvert à tout ça. Parce que quand j'ai le premier livre que j'avais lu, je crois que c'était celui de Jeanne Moranier. Ah oui, je les ai tous lus d'ailleurs. Et c'était La mort est un réveil. Oui, c'est ça. Il y avait La science et l'esprit aussi, oui. Par quelqu'un qui n'en voulait plus, qui me l'a donné. C'est comme ça que je l'avais eu. Et c'est après que je me suis intéressé à Raymond Moody, et puis... la vie après la vie. Voilà, quoi. Puis après, mais je me suis réveillé comme ça. Personnellement, j'ai rencontré Jeanne Moranier à plusieurs reprises. Hein. C'était une femme formidable. Ah, vous avez de la chance. On a discuté ensemble. C'était vraiment quelqu'un de formidable et quelqu'un digne de foi, quoi. Hein. Voilà, on ne pouvait pas douter de cette personne. Ce qu'elle disait, c'était son fils Georges. Georges Moranier, oui. Qui s'est suicidé. Pour revenir aux ovnis, il y a des preuves des extraterrestres. Hein. Vous avez les abductions, les enlèvements par les extraterrestres. Hein. Ils sont vraiment mais pour moi, c'est des preuves absolues. Oui, vous avez des implants qui sont retrouvés dans les abductés, dans les gens qui ont été enlevés. Hein, souvent par des petits gris, justement, là, les êtres d'un mètre, là. Ils racontent soit carrément ils s'en rappellent, soit c'est sous hypnose. Et il y a des gens comme ça qui ont eu des implants, donc comme nous on met des implants dans les animaux comme dans les tortues pour les pister. Donc il y a le docteur Lair qui a fait des opérations, qui a retiré des implants
Et ces implants, avant d'être enlevés, ils émettent des fréquences hertziennes qui correspondent à ce que la NASA utilise pour envoyer des signaux dans l'espace. Et quand vous enlevez ces signaux, l'implant s'arrête d'émettre. Ouais. Alors l'intéressant en plus, c'est que on a étudié de quoi étaient faits ces implants, et les atomes des implants ont des écarts isotopiques de 4% par rapport à la constitution d'atomes terrestres. Ouais. Donc scientifiquement, c'est la preuve que ces atomes de ces implants ne sont pas constitués de matériaux terrestres et qu'ils proviennent d'ailleurs, d'origine météoritique, ailleurs que de notre planète, quoi. Alors qui retire ces implants? Ce sont des médecins? Ce sont qui? Le docteur Lair en tout cas l'a fait. Et c'est vrai que c'est un des rares médecins, c'est celui qui est mis en avant un peu partout pour en parler. D'ailleurs, lui, il a fait une observation d'OVNI assez incroyable. Je me rappelle plus où il y a carrément des petits gris qui sont pris à travers un hublot. On arrive à les distinguer. Hein. Ah oui. Oui, et c'est le docteur Lair qui... je crois que c'est en Turquie, c'est ça. Si vous tapez Dr Lair OVNI Turquie, parce qu'en Turquie il y a eu 1 ou 2 ans une vague d'OVNI où il y avait vous tapez OVNI Turquie, déjà vous verrez il y a des vidéos. Et lui il a voulu y aller, il a été sur place, et donc il s'était placé des États-Unis jusque là-bas, et comme par hasard, hein, comme quoi à mon avis ils l'ont laissé filmer, enfin photographier. Il a pu prendre la même chose que le témoin. Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se faire voir? Vraiment? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que vous avez quand même Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, et qui est premier ministre russe. Il a sorti quand même qu'il y avait des extraterrestres en Russie, et qu'ils avaient un service secret qui s'en occupait. Oui. Hein? Et ça, il a dit ça le 7 décembre 2012 à la télévision, à la télévision russe. Hein? Et il n'y a jamais eu de démenti là-dessus. Il y a eu un autre russe qui était je sais plus, Imonov, ou je sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle, qui s'occupait de Kalmouki en fait en 2010. Ouais. Donc c'est une province de la Russie. Et lui, il disait devant les caméras russes en mai 2010 qu'il avait été enlevé par des extraterrestres humains. Et pendant 3 quarts d'heure, il a dit ça devant les télévisions, devant la première chaîne de télévision russe, et on l'a jamais censuré. Donc pour moi, ça fait partie d'un plan de divulgation de la Russie, ça. Entre ce qu'a dit cet homme-là et Medvedev, ces 2 hommes politiques importants de Russie, on amène tout doucement la divulgation extraterrestre au sein des Russes, quoi. Il y aurait eu, en février 2008, une réunion secrète faite aux États-Unis, comme quoi il y aurait eu une révélation. Mais bon, ça, ces choses-là, c'est difficile à dire si ça va arriver ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, des militaires ou des civils, qui ont dit qu'il y aurait des divulgations de fait, que des extraterrestres se montreraient au monde entier. Officiellement, et ça s'est jamais fait, hein. Parce que moi je pense qu'il y a d'autres extraterrestres qui empêchent aussi que ça se fasse. Oui, mais là on n'en sort plus là. Eh ben oui, on n'en sort plus. Parce qu'il n'y a pas assez d'humains terriens qui sont actuellement à vouloir et à comprendre cette réalité. Donc ils veulent pas brusquer. Mais on est arrivé à un point où justement, à cause des reptiliens, comme on se réveille pas sur leur présence. Parce que il y a un risque à se montrer, il faut le savoir, il y a un risque d'ethnocide important, un peu comme nous on a fait avec les Indiens d'Amérique, hein, même si on ne veut pas être méchant, même sans vouloir être méchant, ça peut bousculer totalement notre civilisation humaine. À mon avis, il y a des enjeux, il y en a peut-être qui se disent, oh là là, ils sont à 2 doigts de se faire carrément foutre en esclavage par ces extraterrestres-là qui sont parmi eux et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont parmi eux à les diriger, qu'on va peut-être intervenir. Oui. On est peut-être rendu là. Oui, parce que de toute façon, on arrive en fin de cycle, là, hein, c'est plus possible à tous les niveaux, économie, au niveau du relationnel, au niveau de la pollution, ça peut plus aller. Là, on voit bien que c'est terminé, c'est le blocus total. Là, on arrive oui, la pollution, c'est énorme. Alors, il y a une chose, moi, que je vous conseille en parlant de pollution, où les gens peuvent agir eux-mêmes.
Par exemple, par rapport aux antennes relais. Les antennes relais qui sont mis partout, aussi bien pour les téléphones portables, tout ce qui est Wi-Fi, les télévisions et tout, là, il y a énormément d'antennes partout. Vous pouvez vous protéger, donc protéger l'environnement avec des orgonites. Des orgonites et des CB, des Cloudbusters en orgonite. C'est-à-dire que c'est à base de cristal de roche et ça se fabrique avec dans de l'aluminium. Vous tapez orgonite, et c'est à base d'orgone qui est en gros l'énergie d'amour en fait. Mais ça, si vous voulez, c'est scientifique ça. C'est le William Reich qui avait fait ces travaux-là et ça a été repris fin 1980, début 90 par Croft qui a mis l'engin de William Reich en action sous forme d'orgonite, donc en prenant des cristaux de quartz. Et les Cloudbusters agissent dans l'environnement aussi sur les chemtrails aussi. Ouais, tout à fait. Non, mais je parlais au niveau de la planète. La planète, elle en peut plus. Elle en peut plus, mais on peut l'aider. C'est-à-dire que les humains peuvent l'aider avec les orgonites. Et aussi une chose importante, c'est en essayant d'aimer le plus possible son prochain. Tout à fait. Il y aura des gens qui s'aimeront, plus l'énergie de la planète va remonter positivement. Voilà, il faut aimer son prochain et aimer sa planète. Et c'est sûr qu'il faut la préserver déjà de notre côté. Il faut arrêter le nucléaire et tout ça. Il y a eu un homme qui a parlé là, un militaire américain. Il disait qu'il y avait une technologie qui était gros comme un ballon de foot et qui tenait l'énergie d'une centrale nucléaire et ça valait que $70,000 à l'achat. Jérôme Goris, on en parlera une autre fois si vous le voulez bien. Parce que là, ça y est, on commence à déborder. Alors, vous allez nous rappeler l'adresse de votre site internet. Alors, c'est divulgation extraterrestre avec un tiret au milieu, divulgationextraterrestre.org.com, .fr comme vous voulez. Et vous aurez des informations sur tout ça. Et puis j'incite tous ceux qui veulent, qui se sentent concernés à faire comme moi et plein d'autres personnes, à utiliser les tracts pour pouvoir divulguer soi-même. D'accord. Voilà, et d'aider à la divulgation extraterrestre. Donc je remercie tous les auditeurs qui ont écouté cette émission. Jérôme Goris, merci d'avoir participé à cette émission à la clé du mystère. À une prochaine fois et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.